Mon père a confié le travail de ma vie à mon frère incompétent, Adrien, et à sa fiancée manipulatrice, Jessica, lors du déjeuner dominical. Il pensait que je supplierais pour rester. Au lieu de ça, j'ai tranquillement emballé mes affaires, j'ai annulé ma licence de logiciel propriétaire, et j'ai regardé leur empire s'effondrer de loin. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Inherited Revenge. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé, et le tag de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de faire le changement maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. J'étais assise à la table de salle à manger en acajou, celle que ma mère avait restaurée à la main 3 mois avant sa mort, soignant une migraine qui menaçait de m'exploser le crâne depuis mardi. Ce n'était pas seulement un mal de tête. C'était la manifestation physique de journées de 14 heures, 7 jours sur 7, au cours des 6 dernières années. Mon corps hurlait pour du repos. Mais mon père, Guillaume, avait insisté sur cette célébration familiale obligatoire. Il ne voulait pas me dire ce que nous fêtions. Seulement que ma présence était requise si je voulais rester en bons termes avec la famille. Cette expression, en bons termes, aurait dû être mon premier avertissement. C'était un langage d'entreprise froid et transactionnel, utilisé par un homme qui avait cessé d'être un père, pour devenir simplement le président du conseil d'administration de ma vie. J'ai regardé mon frère Adrien de l'autre côté de la table. À 29 ans, il avait toujours l'air doux et lisse de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment perdu le sommeil pour une échéance de paix. Il faisait actuellement tourner un verre d'un Bordeaux Grand Cru coûteux, sur le compte de l'entreprise, sans aucun doute, et chuchotait quelque chose à l'oreille de sa fiancée, Jessica. Jessica a gloussé, un bruit de tintement aigu qui grinçait sur mes nerfs comme du papier de verre. Elle avait 26 ans, consultante en ambiguïté de marque, quoi que cela signifie, et faisait partie de la vie d'Adrien, depuis 6 mois. En ce court laps de temps, elle avait réussi à s'aliéner le responsable de l'entrepôt, à insulter la directrice des ressources humaines et à convaincre mon père que le décor du bureau vidait l'aura de l'équipe. « Valentine, tu n'as pas touché à ton entrecôte frite, a dit Guillaume, sa voix résonnant depuis le bout de la table. Il ne m'a pas regardé. Il était occupé à couper sa propre viande avec une précision qui semblait agressive. « Je ne me sens pas bien, papa. » J'ai dit, ma voix étant à peine plus qu'un murmure. J'ai passé les 3 dernières nuits au centre de distribution à corriger l'erreur d'acheminement causée par le responsable de l'équipe de nuit. Je suis juste épuisé. L'épuisement est un état d'esprit, est intervenue Jessica, avec un sourire mielleux. Tu devrais vraiment essayer la manifestation, Valentine. Si tu manifestes de l'énergie, l'univers te la fournit. J'ai serré ma fourchette plus fort, mes phalanges devenant blanches. La manifestation n'organise pas la logistique du fret international, Jessica. Le travail acharné, oui. Allons, allons, a interrompu Guillaume en levant la main. Ne nous disputons pas. Ce soir est une nuit de joie. Une nuit tournée vers l'avenir. Il s'est levé tapotant son couteau contre son verre de vin. Le son a retenti, aigu et perçant, faisant taire la pièce. Même la climatisation semblait ronronner plus doucement en prévision. J'ai une annonce à faire, a commencé Guillaume, le torse bombé. Il a regardé Adrien avec une chaleur que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis une décennie. Pendant 40 ans, cette entreprise a été ma vie. Mais un homme sait quand il est temps de passer le flambeau. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'héritage, à l'avenir, au nom sur le bâtiment. Mon cœur martelait ma poitrine. C'était ça. Après 10 ans de sacrifices, de vacances annulées, d'avoir ruiné mes propres relations parce que les affaires passaient toujours en premier, il allait enfin le reconnaître. Il allait enfin me nommer PDG pour pouvoir se retirer dans sa maison de campagne à Annecy. Je me suis redressé, ignorant les élancements dans mes tempes, prêt à accepter la responsabilité que je portais déjà depuis des années. Quoi qu'il en soit, il est de tradition, a continué Guillaume, son regard glissant sur moi pour se poser uniquement sur son fils, que l'entreprise reste dans la lignée masculine, pour porter le nom vers l'avant avec force. La pièce est devenue glaciale. Le sang s'est retiré de mon visage si vite que j'ai eu le vertige. Guillaume a annoncé, rayonnant, « Je suis fier d'annoncer qu'à compter du 1er du mois, je quitte mon poste de PDG, et celui qui prendra ma place pour nous mener vers la prochaine génération sera mon fils, Adrien. » Adrien s'est levé, feignant la surprise, boutonnant sa veste de costume. Jessica a applaudi avec enthousiasme, regardant autour de la pièce comme si elle attendait des applaudissements qui ne sont jamais venus. Je suis resté figé, je ne pouvais plus respirer. « Papa, j'ai étouffé. » Guillaume m'a regardé alors, mais ses yeux étaient durs. « Valentine ne fait pas de scène. » « Mais Adrien, » j'ai bégayé, la voix tremblante. Adrien ne fait pas la différence entre un bon de connaissement et un bordereau d'expédition. Il n'est pas venu à une seule réunion trimestrielle en 2 ans. Je gère les opérations,
les ventes et les finances depuis la mort de maman. Et tu as fait un excellent travail en tant qu'assistante, a dit Guillaume d'un ton méprisant. Mais tu es une femme, Val. Tu as 34 ans. Tu devrais te concentrer sur la recherche d'un mari, fonder une famille. Pas stresser pour des camions et des syndicats. Ce n'est pas un look qui te va. Tu as l'air fatiguée, vieille. J'ai l'air fatigué parce que je fais son travail et le tien, j'ai lâché, le volume de ma voix, montant d'un cran. Jessica s'est penchée en avant, son expression dégoulinant d'une fausse sympathie. Tu vois? C'est exactement pour ça qu'un homme est plus apte à diriger. Tu es trop émotive, Valentine. Tu es hystérique. Je ne suis pas hystérique. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le sol. Je suis la seule raison pour laquelle cette entreprise n'est pas en faillite. Qui a obtenu le contrat Cdiscount? Moi. Qui a renégocié les surcharges de carburant quand le pétrole a grimpé? Moi. Et tu as été payé un salaire pour cela? A dit Guillaume froidement. Ne joue pas les martyrs. Tu étais une employée. Je suis ta fille. Tu es une employée qui devient insubordonnée, a répliqué Guillaume, sa voix descendant dans un registre grave et dangereux. En fait, Adrien et moi avons discuté de la restructuration. Jessica a des idées merveilleuses pour le rebranding, rendre l'entreprise plus jeune, plus fraîche, et nous sommes tous d'accord pour dire que ton style de gestion est obsolète, rigide. Adrien s'est raclé la gorge, essayant de paraître autoritaire, mais ressemblant juste à un enfant déguisé avec les vêtements de son père. Ouais, Val, on pense qu'il vaut mieux que tu te retires complètement. Nous avons besoin d'une page blanche. Pas de mauvaises ondes. Vous me virez? J'ai demandé, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Nous te laissons partir, a corrigé Guillaume. Prépare tes affaires. Tu as jusqu'à demain midi pour vider ton bureau. Je veux tes clés et ton ordinateur portable professionnel sur mon bureau avant que tu ne quittes le bâtiment. Je les ai regardés. Mon père, que j'avais adoré, mon frère, que j'avais protégé, et cette étrangère, Jessica, qui souriait comme le chat qui a mangé le canari. La trahison n'était pas seulement professionnelle. C'était un coup physique viscéral qui brisait les fondations même de mon identité. Très bien, j'ai chuchoté, la rage me quittant soudainement, remplacée par une clarté froide et anesthésiante. Je m'en vais, bien, a dit Guillaume, se rasseyant et piquant une pomme de terre. Maintenant, Adrien, parle-nous de ce voyage en yacht que tu prévois pour le séminaire de la direction. Je me suis détourné et je suis sorti de la salle à manger. Alors que j'atteignais la porte, j'ai entendu Jessica chuchoter assez fort pour que j'entende, enfin. Maintenant nous pouvons vraiment commencer à gagner de l'argent. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, la main tremblante en atteignant la poignée. La douleur dans ma tête avait disparu, remplacée par un calme terrifiant. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une condamnation à mort pour la famille que je pensais avoir. Le trajet de retour vers mon appartement n'était qu'un flou de néon et de pluie aveuglante. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais en état de choc. Mon esprit s'emballait, rejouant la scène du dîner encore et encore, disséquant chaque regard, chaque mot. Traditionnelle, émotive, assistante. Quand je suis enfin entré dans mon appartement calme et vide, le silence m'a frappé comme un poids physique. J'avais acheté cet endroit il y a 2 ans, mais j'y avais à peine passé du temps. Ma vie, c'était le bureau. Ma vie, c'était l'entrepôt. Ma vie, c'était réparer les erreurs de Guillaume et couvrir l'incompétence d'Adrien. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé fort d'eau, rafraîchissant si fort que j'en ai renversé à moitié sur le comptoir en granit. J'ai fixé la flaque, regardant l'eau couler sur le bord jusqu'au sol. Prépare tes affaires. Il me voulait parti avant midi. Il voulait mon ordinateur portable. Il voulait mes clés. Un rire sombre et amer a bouillonné dans ma gorge. Il a commencé doucement puis a éclaté en quelque chose de frénétique, résonnant contre les murs minimalistes. Il voulait une page blanche. Il voulait supprimer la surveillance rigide qui les freinait. Je suis entré dans mon bureau à domicile, la seule pièce de l'appartement qui semblait réellement habitée, et je me suis assise devant mon ordinateur personnel. C'était une machine surpuissante, une machine que j'utilisais pour jouer les rares fois où j'avais du temps libre, mais surtout pour coder. Le code était mon refuge secret. C'était de la logique, c'était de la structure, c'était juste. Si le code était bon, ça fonctionnait, s'il était mauvais, ça plantait. Il n'y avait pas de népotisme en C++. J'ai allumé le système. Le ronronnement des ventilateurs de refroidissement ressemblant à un moteur de jet dans la pièce silencieuse. Je suis allé sur le serveur cloud, où j'hébergeais mes projets personnels. Guillaume et Adrien pensaient que l'entreprise fonctionnait par magie. Ils pensaient que les camions savaient tout seuls où aller, l'efficacité énergétique se générait d'eux-mêmes, que la facturation des clients était automatisée par un outil standard du secteur pour lequel nous payons un abonnement. Ils se trompaient. Il y a 5 ans, l'entreprise perdait de l'argent de tous les côtés. Nous utilisions des feuilles de calcul obsolètes et des tableaux blancs. Nous perdions des colis, nous rations les créneaux de livraison et les coûts de carburant explosaient.
Nous ne pouvions pas nous offrir les logiciels de gestion intégrés à plusieurs millions d'euros que les grandes entreprises de logistique utilisaient. Alors, j'en ai construit un. J'ai passé 6 mois de nuit blanche à apprendre le Python et le SQL, en construisant un système propriétaire personnalisé que j'ai appelé Velocite. Il gérait tout. Le routage dynamique basé sur le trafic et la météo, la facturation automatisée, le suivi de la conformité des conducteurs et la planification de la maintenance prédictive. Mais parce que l'entreprise était fauchée à l'époque, et parce que j'étais assez intelligente pour écouter le vieux conseil de ma mère sur la protection de mes intérêts, je n'ai jamais vendu le logiciel à la société. Je n'ai jamais transféré les droits de propriété intellectuelle. J'ai conservé la pleine propriété du code et du serveur sur lequel il tournait. Je l'avais loué à l'entreprise pour 1 euro par mois, une formalité, un accord symbolique pour rendre la chose légale. J'ai ouvert le dossier du contrat numérique. Il était là. Accord de licence révocable à volonté par le concédant avec un préavis de 24 heures. Je fixais l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Il voulait mon ordinateur portable professionnel. Il pouvait l'avoir. Ce n'était qu'une coquille. Le cerveau de l'opération, le système nerveux qui faisait bouger toute la flotte, vivait ici, sur mon serveur privé, à mon nom. Je n'étais pas seulement la directrice des opérations. J'étais l'architecte de toute leur réalité. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. J'ai chuchoté à la pièce vide, mon doigt planant au-dessus de la souris. On peut licencier le chauffeur, mais on ne peut pas licencier le moteur. Je n'ai pas encore cliqué sur le bouton de résiliation. Pas ce soir. Je devais faire ça dans les règles. Je devais emballer mes affaires, rendre mes clés et les regarder dans les yeux une dernière fois. Je voulais qu'ils savourent leur victoire. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Puis, quand le soleil se coucherait, et que les camions seraient chargés pour les trajets longue distance du lundi soir, je débrancherais tout. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message de Jessica. Salut Val, je voulais juste te dire de ne pas le prendre personnellement. On pense vraiment que c'est pour le mieux. Peut-être que tu peux prendre du temps pour te retrouver. On va avoir besoin de ta place de parking pour ma nouvelle DS7 Crossback. Au fait, Zach, j'ai lu le message 2 fois puis je l'ai supprimé. Me retrouver. Oh, j'étais sur le point de me trouver, en effet. Et ils étaient sur le point de découvrir exactement ce qui se passe quand on jette le capitaine par-dessus bord au milieu d'une tempête. Pour comprendre pourquoi la trahison était si profonde, il faut comprendre les jours sombres. C'est ainsi que les employés de longue date appelaient la période d'il y a 5 ans. Juste après le décès de ma mère, Guillaume s'est effondré. Il a arrêté de venir, il a arrêté de s'intéresser à quoi que ce soit. Il passait ses journées au country club, et ses nuits à boire du whisky coûteux. Ignorant les piles croissantes d'avis d'impayés sur son bureau. Adrien avait 24 ans à l'époque, fraîchement sorti d'un programme universitaire qu'il avait à peine réussi grâce aux dons importants de papa. Il n'était pas intéressé par la logistique. Ce qui l'intéressait, c'était l'image de l'homme d'affaires. Il s'est acheté une voiture tape à l'œil en leasing au nom de la société, a embauché ses copains de fac comme consultants, et a essayé de réorienter vers des services de courses de luxe pour les marques de haute couture. Ce fut un désastre. Nous avons perdu 3 de nos principaux contrats individuels, parce qu'Adrien avait oublié de renouveler les certificats ADR pour les matières dangereuses. Les chauffeurs se révoltaient parce que les salaires n'étaient plus versés. La banque menaçait de saisir l'entrepôt principal. J'avais 29 ans. On venait de me proposer un poste lucratif dans une grande entreprise technologique à Seattle. J'étais prête à partir. J'étais prête à commencer ma propre vie. Mais je ne pouvais pas laisser mourir l'héritage de mon père. Je ne pouvais pas laisser les 50 familles qui comptaient sur nous, pour leur salaire perdre leur gagne-pain. Alors, j'ai refusé le poste à Seattle. Je suis retourné vivre dans ma chambre d'enfant pour économiser le loyer. J'ai viré les amis d'Adrien. J'ai liquidé mon propre plan d'épargne entreprise pour couvrir les salaires pendant 2 mois pendant que je renégociais notre dette avec la banque. Je les ai sauvés. J'ai arraché l'entreprise au bord du gouffre. Centimètre par centimètre, euro par euro. C'est à ce moment-là que j'ai construit Velocite parce que nous n'avions pas d'autre choix. Nous avions besoin d'efficacité pour survivre. Guillaume a fini par reprendre le travail, s'attribuant le mérite du redressement, disant qu'il avait dirigé le navire à travers les eaux troubles. Je l'ai laissé dire. Le mérite m'importait peu. Ce qui m'importait, c'était que l'entreprise soit hors de danger. Et maintenant, il y avait Jessica. Je l'avais rencontrée il y a 6 mois quand Adrien l'avait emmenée au bureau pour qu'elle l'observe. Ce n'était pas une experte en logistique. Ce n'était pas une consultante en entreprise. Son profil LinkedIn la décrivait comme une architecte de marque holistique et influenceuse. Son Instagram était rempli de photos d'elle posant en bikini sur des plages, tenant des produits pour lesquels elle était payée. Dès le premier jour, elle m'a regardé avec dédain.
Je portais des tailleurs pantalons sobres et je gardais mes cheveux en chignon. Je me maquillais peu. Pour elle, j'étais invisible. J'étais l'employé. Ton bureau a un très mauvais feng shui, m'avait-elle dit lors de notre première rencontre, en fronçant le nez devant mes piles de manifestes d'expédition. Ça bloque ton abondance. Mon abondance provient des marges bénéficiaires que je génère, avais-je répondu froidement. Elle avait alors plissé les yeux vers moi, un regard de pure malveillance calculatrice qui s'était évanoui à la seconde où Adrien était entré dans la pièce, remplacé par une expression précise sans défense. « Bébé, ta sœur est tellement intense. » s'était-elle plainte en s'accrochant au bras d'Adrien. J'essayais juste d'aider. Au cours des derniers mois, je l'avais vu isoler lentement Adrien. Elle l'avait convaincu que le responsable de l'entrepôt ne le respectait pas. Elle l'avait convaincu qu'il méritait un salaire plus élevé alors qu'il travaillait moins. Et lentement, insidieusement, elle avait commencé à travailler Guillaume. Elle le flattait. Elle l'appelait un visionnaire. Elle lui disait que l'entreprise avait besoin d'une énergie jeune et masculine pour rivaliser dans le monde moderne. Elle jouait sur ses insécurités, concernant le vieillissement et sur ses visions archaïques des rôles de genre. Elle était l'architecte de mon exil. Je le savais. Adrien était l'arme, émoussé et stupide, mais elle était la main qui le visait. Le matin après le déjeuner, je suis arrivé au bureau à 8 heures précises. Le garde de sécurité, Mike, a touché son chapeau pour me saluer. « Bonjour mademoiselle Valentine, de fortes pluies sont prévues pour ce soir, dit-il. »« C'est certain, Mike, » ai-je répondu, le cœur serré. Mike avait 3 enfants. Si Adrien et Jessica coulaient la boîte, Mike perdrait son emploi. Je suis entré dans mon bureau. C'était déjà différent. Ma plaque nominative avait été retirée de la porte. À l'intérieur, Jessica était assise à mon bureau. Mon bureau. Elle tournait dans mon fauteuil ergonomique, un mètre ruban à la main. « Oh salut », dit-elle sans prendre la peine de se lever. « Je prends juste les mesures pour la nouvelle chaise longue, on va transformer ça en une capsule de relaxation pour Adrien. Il a besoin d'un espace pour décompresser. » « Sors de mon fauteuil, ai-je dit d'une voix basse. Techniquement, c'est la propriété de l'entreprise, ricana-t-elle. Et à partir de midi, tu es en violation de propriété privée. Il est 8h15 Jessica, j'ai 4 heures, lève-toi. Elle a levé les yeux au ciel, mais s'est levée, lissant sa jupe de créateur. C'est bon, mais dépêche-toi, les peintres arrivent à 13h. On a choisi un beige tranquille. Où est Guillaume? Ai-je demandé, refusant de l'appeler papa. Il est chez l'avocat, dit-elle en examinant ses ongles. Il transfère les parts à Adrien. C'est un grand jour. On commande du champagne pour le déjeuner. Tu ne devrais probablement pas rester pour ça. Ce serait gênant. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, se retournant avec un sourire de prédatrice. Tu sais Val, tu devrais me remercier. Tu n'allais jamais être le visage de cette entreprise, tu n'as tout simplement pas d'éclat. L'éclat ne paie pas les factures, Jessica, ai-je dit en ouvrant un carton qui y rangeait mon diplôme encadré. C'est là que tu te trompes, rit-elle. La perception est la réalité, et la réalité, c'est que tu es dehors et que nous sommes aux commandes. Elle est partie, ses talons claquant dans le couloir. J'ai regardé autour du bureau. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste mon diplôme, une photo de ma mère et ma tasse préférée. J'ai laissé les dossiers, j'ai laissé les classeurs, j'ai laissé les manuels opération site que j'avais écrits. De toute façon, ils ne les liraient pas. À 11h55, je suis descendu à la salle des serveurs, au sous-sol. J'avais une dernière tâche physique à accomplir. Alors que le logiciel résidait dans le cloud, le protocole de liaison locale, l'élément qui permettait aux ordinateurs du bureau de communiquer avec le cloud, était installé sur une baie de serveur local dédiée. Je ne l'ai pas détruite. Je n'étais pas une vandale. Je me suis simplement connecté à la console d'administration, j'ai désactivé la fonction de renouvellement automatique de la clé de licence de Lockheed, et j'ai paramétré l'expiration pour qu'elle suive strictement le contrat. Ce soir, à minuit. Ensuite, j'ai posé mes clés sur le dessus de la baie de serveur. Je suis sorti par la sortie de secours, évitant le hall principal où j'entendais les bouchons de champagne sauter. Je suis monté dans ma voiture, j'ai éteint mon téléphone professionnel, et je l'ai laissé sur le siège passager. Je suis parti. Ils voulaient un nouveau départ. Ils allaient avoir une réinitialisation brutale. L'horloge sur mon écran d'ordinateur est passée de 23h59 à minuit pile. Le lundi avait officiellement commencé. J'étais assise dans l'obscurité de mon bureau à domicile, éclairée seulement par la douce lueur bleue du tableau de bord de mon serveur. Sur l'écran, une cascade d'indicateurs d'état a commencé à clignoter. Un par un, les nœuds de connexion au serveur sur site de Miller Logistics sont passés du vert au rouge. Échec de l'autorisation client. Protocole d'optimisation des itinéraires suspendus. Synchronisation du manifeste des chauffeurs déconnectés. Ce n'était pas un plantage. C'était une interruption de service programmée. Mon logiciel le cerveau qui disait à 58 camions, où aller, quoi charger et quand dormir, avait simplement cessé de parler au corps.
Je n'ai pas ressenti la vague de joie malveillante que je pensais éprouver. Au lieu de cela, j'ai ressenti une résolution lourde et froide. C'était comme regarder un patient mourir après avoir été forcé de débrancher la prise contre ma volonté. J'ai pris une gorgée de tisane, la chaleur se propageant dans ma poitrine, me ramenant à la réalité. Adieu, Miller Logistics, ai-je chuchoté. Je ne me suis pas endormi immédiatement. À la place, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation et j'ai commencé à écrire. Si je partais en guerre, j'avais besoin d'une armure. J'ai rédigé un email à Sarah, une ancienne colocataire d'université qui est maintenant une avocate impitoyable en propriété intellectuelle à Lyon. J'ai joint le contrat de licence originale, les métadonnées prouvant la date de création du code sur ma machine personnelle, et l'avis de résiliation que j'avais légalement programmé dans le système. Vol potentiel de propriété intellectuelle et utilisation non autorisée de Lockheed. Sarah, j'ai été licencié aujourd'hui. Ma famille garde le matériel, mais comme tu le sais, la licence du logiciel était renouvelable de mois en mois. J'ai révoqué l'accès. Je prévois qu'ils tenteront de contourner le verrouillage ou de revendiquer la propriété. J'ai besoin qu'une mise en demeure soit rédigée et prête à être envoyée dès demain matin. Fais aussi des recherches sur Jessica Thorne. C'est la nouvelle consultante. Quelque chose me semble suspect. J'ai cliqué sur envoyer. Le premier message est arrivé à 3h17 du matin. Il venait du répartiteur de nuit, un homme bien nommé hélas. Mademoiselle Val, les écrans sont devenus noirs. Tous, les chauffeurs appellent à la radio. Ils ne peuvent pas accéder à leur manifeste numérique. Les tablettes sont bloquées. Est-ce une mise à jour? J'ai fixé le téléphone. Je voulais répondre. Je voulais dire à Hélas comment passer en manuel, comment sortir les copies papier du classeur dans le bureau du fond, mais je ne pouvais pas. Les aider maintenant impliquerait que j'étais toujours employé. Cela impliquerait une responsabilité. J'ai balayé la notification et j'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. À 7h du matin, mon écran de téléphone était un mur d'appels manqués. 14 de Guillaume, 22 d'Adrien, 3 d'un numéro que je ne connaissais pas, probablement Jessica. Je me suis préparé un petit déjeuner complet, des œufs brouillés, des toasts, du café frais. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la pluie fouetter la vitre. Pendant 10 ans, mes lundis avaient été une course contre la montre, un tourbillon de cortisol et de caféine. Aujourd'hui, le silence était assourdissant, mais il était à moi. À 8h30, j'ai enfin décroché le téléphone. Je n'ai pas appelé Guillaume. J'ai appelé l'Adréel. Bonjour, ai-je dit d'une voix ferme. Je suis Valentin Miller. J'appelle pour mettre à jour le responsable de la sécurité enregistré pour Miller Logistics, numéro 889 420. Certainement, madame, allez-y, je démissionne formellement de mon poste de directrice de la sécurité des matières dangereuses et d'agent de conformité, avec effet immédiat. Veuillez retirer mon certificat de l'autorisation d'exploitation de l'entreprise. Séance entendue. Juste pour que vous le sachiez, sans agent certifié au dossier, le certificat ADR du transporteur est automatiquement suspendu sous 24 heures. Je le sais, ai-je répondu. Veuillez en informer le transporteur, j'ai raccroché. C'était le deuxième piège. Le logiciel était le cerveau. Le certificat ADR était le sang. Sans moi, il ne pouvait pas seulement déplacer des cartons lentement. Légalement, ils ne pouvaient plus du tout déplacer le fret de leurs 3 plus gros clients. Je n'étais plus la victime. J'étais le commandant du siège. Les coups contre la porte de mon appartement ont commencé à 9h15. C'était agressif, rythmé et désespéré. Valentine, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. C'était Adrien. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé ma chemise et j'ai marché vers la porte. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. J'ai regardé par le Judas. Adrien était là, le visage rouge, les cheveux trempés par la pluie, portant toujours le costume du déjeuner dominical de la veille. Derrière lui se tenait Guillaume, l'air pâle et confus, tenant un parapluie noir. J'ai déverrouillé le verrou, et j'ai ouvert la porte juste assez pour être entendu, mais pas assez pour les inviter à entrer. Que voulez-vous? Ai-je demandé calmement. Tu nous as piratés, a crié Adrien, poussant sa main contre le cadre de la porte. Tu as effacé les serveurs, tout a disparu. Les camions sont bloqués au dépôt. Descount appelle le portable personnel de papa. Je n'ai rien piraté, ai-je dit en m'appuyant contre le montant de la porte. Et rien n'est effacé. Les données sont en sécurité. Alors remets ça en marche, a hurlé Guillaume s'avançant. Il paraissait plus vieux que la veille. L'arrogance était remplacée par une panique frénétique et suante. Répare ça, Valentine. Maintenant, ton petit caprice nous coûte des milliers d'euros par heure. Je ne peux pas réparer ça, ai-je dit. Je ne travaille pas pour Miller Logistics. Rappelez-vous, j'ai été licencié. On m'a dit de faire mes bagages. Ne joue pas avec moi, a hurlé Guillaume, la voix brisée. Tu as saboté les biens de l'entreprise avant de partir. C'est criminel. Je vais te faire arrêter. Ce ne sont pas les biens de l'entreprise, ai-je dit, ma voix tombant dans un froid d'acier. Les ordinateurs sont à toi, les camions sont à toi, mais le logiciel il m'appartient.
Adrien a cligné des yeux, regardant Guillaume, puis s'est tourné vers moi. Quoi? Non, c'est sur nos serveurs. C'est sur vos serveurs en vertu d'un contrat de licence. L'ai-je corrigé? Un contrat que j'ai signé en tant que développeuse et que tu as signé en tant que PDG il y a 5 ans, papa. Tu ne l'as probablement pas lu. Tu étais trop occupé au club de golf. C'était une licence mensuelle, révocable à tout moment. J'ai vu le souvenir vaciller dans les yeux de Guillaume. Le vague souvenir d'avoir signé une pile de papier que j'avais mis devant lui pendant les jours sombres, juste heureux que les problèmes s'en aillent. Tu nous as fait payer? A bégayé Guillaume. 1 € par mois, ai-je dit. Et puisque je ne suis plus employé et puisque vous avez décidé de prendre une nouvelle direction, j'ai décidé de mettre fin à la relation avec le fournisseur. Tu voulais faire table rase. C'est fait. Toute ma surveillance rigide a disparu. Tu dois le remettre en marche, a supplié Adrien, se voit perdant de son assurance pour devenir pleurnicharde. Jessica panique. Elle a essayé d'installer un logiciel de comptabilité. Mais ça ne gère pas les itinéraires. Les chauffeurs menacent de partir. Nous ne savons pas qui transporte quoi. Ça ressemble à un problème de PDG Adrien. Jessica est une architecte de marque, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle peut manifester une solution. Valentine, s'il te plaît, a dit Guillaume, son ton passant de la colère à une douceur manipulatrice et désespérée. Nous sommes une famille, tu ne peux pas laisser l'héritage mourir comme ça. Viens. Tout simplement. Remets-le en marche. Nous pourrons discuter d'honoraires de consultante. Des honoraires de consultante? J'ai ri, un son sec et sans humour. Hier j'étais insubordonné et dépassé. Aujourd'hui, vous voulez m'embaucher. Nous avons besoin du système, a insisté Guillaume. Le système n'est pas à vendre, ai-je dit fermement. Et moi non plus. Vous avez été très clair sur le fait que mes services n'étaient plus requis. Tu voulais qu'Adrien dirige, laisse-le diriger. Tu es en train de tuer l'entreprise, a crié Adrien. Non, Adrien, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. J'étais l'assistance respiratoire. Tu viens de débrancher la machine parce que le bip sonore ne te plaisait pas. J'ai commencé à fermer la porte. Attends, a hurlé Guillaume, coinçant le bout de son parapluie dans l'ouverture. Les cargaisons de matières dangereuses. L'Adréel nous a envoyé un avis de suspension. Ils ont dit que le responsable de la sécurité avait démissionné. Nous avons 6 citernes de solvants industriels sur le quai. Je suis personnellement responsable de ces chargements, ai-je dit. Ma signature est sur les formulaires de conformité. Penses-tu que je vais risquer mon certificat et la prison pour une entreprise où je n'ai plus le droit d'entrer? Vous avez besoin d'un agent certifié. Je vous suggère de vous faire certifier. Cela prend environ 6 mois de cours. 6 mois? Guillaume est devenu livide. Nous avons 6 heures avant que le client n'annule le contrat. Alors vous feriez mieux de commencer à conduire, ai-je dit. Oh, attendez. Aucun de vous n'a de permis CE non plus. J'ai donné un coup de pied dans le bout du parapluie pour le dégager de l'encadrement et j'ai claqué la porte. J'ai verrouillé le verrou. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte, écoutant Adrien jurer et frapper contre le panneau depuis l'extérieur. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était l'adrénaline d'avoir enfin, après 34 ans, osé dire non. Dès le mercredi, l'effondrement de Miller Logistics n'était plus un simple différend familial. C'était devenu le sujet de toutes les discussions dans le secteur. J'étais assise dans le bureau de Sarah, en plein centre-ville, fixant la mise en demeure qu'elle venait de finaliser. La vue depuis l'immeuble montrait une ville grise et pluvieuse. En parfait accord avec les messages vocaux qui s'accumulaient sur mon téléphone. Ils ont essayé d'engager un cabinet d'informatique externe hier. Mes sources disent que les experts sont partis après 2 heures. Apparemment, sans votre code source et le schéma de la base de données, les données brutes sur leur serveur ne sont que du charabia. C'est crypté. Je l'ai fait pour la confidentialité des clients, c'est le protocole standard. Eh bien, pour eux, ça ressemble à un rançongiciel. Jessica raconte à qui veut l'entendre que vous êtes une cyberterroriste. Laissez-la parler. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur elle? Jessica Thorne, de son vrai nom Jennifer Thornley. Agent immobilier raté sur la Côte d'Azur, poursuivi 2 fois pour fraude dans le cadre d'une arnaque au coaching de luxe. Elle n'a aucun diplôme en marketing, en image de marque ou en gestion. Elle a rencontré Adrien dans une boîte de nuit à Nice il y a 6 mois. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. C'est une escroc, une professionnelle. Elle cible les petites entreprises familiales à la direction fragile. Elle s'installe, flatte l'ego de l'héritier, écarte le personnel compétent et tente de réorienter l'activité vers des projets à forte marge, qui ne sont en réalité que des sociétés écrans qu'elle contrôle. J'ai vérifié la liste des fournisseurs qu'Adrien a approuvés lundi. Honoraires de conseil Thorne Global, 25 000 €. Ils lui ont versé 25 000 € dès le premier jour, et 50 000 de plus pour les éléments de changement d'image. Ils sont en train de vider le capital d'exploitation très vite, Valentine. Mon téléphone a vibré. C'était un message photo d'Ilias, le répartiteur. C'était un cliché de l'entrepôt principal.
C'était le chaos. Les palettes étaient empilées n'importe comment dans les allées. Les chauffeurs se tenaient en groupe, bras croisés, l'air furieux. En arrière-plan, je voyais Adrien debout sur une caisse, hurlant quelque chose pendant que Jessica le filmait avec son téléphone. La légende disait. Il essaie d'utiliser Google Maps sur son téléphone pour gérer les itinéraires de la flotte. 3 chauffeurs viennent de démissionner. Le représentant de Cdiscount est là. C'est fini. J'ai ressenti un élan de culpabilité. C'était mon équipe. Ilias, les chauffeurs, le personnel de l'entrepôt. Ils ne méritaient pas ça. Ils vont droit dans le mur d'ici vendredi. C'est le plan, les escrocs comme Jessica ne construisent rien. Ils pillent. Elle prendra l'argent, mettra les chèques sur le compte de votre sabotage et passera à la proie suivante. À moins que. À moins de quoi? À moins que nous ne la démasquions. Mais pour ça, vous devez faire en sorte que Guillaume vous écoute. Et pour l'instant, il est convaincu que vous êtes la méchante. Il ne m'écoutera pas, il est trop fier. Il écoutera peut-être la banque, ou les clients. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Ce n'était ni Guillaume ni Adrien. C'était Monsieur Henderson, le vice-président régional de la logistique, notre plus gros client. J'ai regardé Sarah, elle a fait un signe de tête. Réponds. Bonjour, Monsieur Henson. Valentine. Sa voix était sèche et professionnelle, mais je sentais la tension. Je suis dans le bureau de votre père. Il me raconte une histoire de migration de serveurs et de hackers russes, mais mon responsable de quai me dit que votre signature ne figure sur aucun des derniers manifestes pour le certificat ADR. Et pour être franc, Adrien vient d'essayer de m'expliquer nos accords de service et il n'a manifestement aucune idée de quoi il parle. Où êtes-vous? Je ne fais plus partie de l'entreprise, Monsieur Henderson. On m'a remercié dimanche. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Remercié? Vous êtes la seule raison pour laquelle nous avons renouvelé le contrat l'an dernier. Je vous en remercie, monsieur, mais la nouvelle direction a décidé de prendre une autre voie. La voie qu'ils prennent mène droit au précipice. J'ai du fret sur vos quais qui doit être à Lyon demain matin. Si ça ne bouge pas, j'annule le contrat pour rupture de performance. Je retire la clause d'exclusivité. J'ai entendu la voix de Guillaume en arrière-plan, étouffé et paniqué. Monsieur Anderson, je vous en prie, c'est juste un problème technique. Ce n'est pas un problème technique, Guillaume. Anderson a hurlé loin du téléphone. Puis il est revenu vers moi. Valentine, si je retire ce contrat, Miller Logistics est insolvable, vous le savez. Je sais. Y a-t-il un moyen de régler ça, si vous étiez réintégré? J'ai regardé Sarah. Elle écrivait un mot sur un bloc-notes. Le contrôle. Monsieur Henderson, je peux rétablir les itinéraires en 10 minutes. Je peux recertifier les chargements immédiatement. Mais je ne peux pas le faire en tant qu'ancien employé, et je ne le ferai pas pour la direction actuelle. Je vois. Sa voix a baissé d'un ton. Il y a une clause dans notre accord concernant l'assurance homme-clé. Vous êtes répertorié comme personne indispensable. Si vous êtes écarté sans notification préalable, nous pouvons geler les paiements. Je ne savais pas. J'ai menti. Je connaissais chaque clause, c'est moi qui les avais écrites. Je vais geler les paiements. Ça devrait attirer leur attention. Je leur donne 24 heures pour résoudre ça. Si vous n'êtes pas de nouveau aux commandes demain midi, j'envoie mes propres camions récupérer notre fret, et je vous poursuis en dommages et intérêts. Merci, monsieur Henderson. Ne me remerciez pas, Valentine. Réglez ça. Je n'aime pas avoir affaire à des amateurs. Il a raccroché. J'ai regardé Sarah. Les paiements sont gelés. Ils n'ont plus de trésorerie. Et ils viennent de verser 75 000 € à Jessica. Les chèques vont être rejetés vendredi. Les salaires aussi. Je me suis levé pour aller à la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, laissant la ville propre et grise. Demain, c'est le barbecue annuel de remerciement des chauffeurs. Guillaume ne le raterait pour rien au monde. Il adore jouer le patriarche bienveillant qui distribue des entrecôtes frites aux employés. C'est la scène parfaite, en public, devant tous les employés et la famille. Et Jessica sera là. Elle adore avoir un public. J'aurai le dossier complet sur elle d'ici là. Relevé bancaire, ancien pseudonyme, sa photo d'identité judiciaire de la Côte d'Azur. Faites des copies. Qu'allez-vous faire? Je vais au barbecue. Et j'apporte la salade de pommes de terre et la vérité. L'enjeu ne pouvait pas être plus élevé. Si j'échouais, l'entreprise mourait et 50 familles perdaient leurs revenus. Si je réussissais, je devrais briser le cœur de mon père pour sauver son héritage. Mais en regardant la photo du chaos dans l'entrepôt, je savais que je n'avais pas le choix. Le nouveau départ était terminé. L'heure était au grand ménage. Le barbecue annuel des chauffeurs se tenait sur le terrain en gravier derrière le centre de distribution principal. D'habitude, c'était un événement joyeux. L'odeur de la viande grillée, le son du rock classique sortant des enceintes, et mon père serrant la main d'homme qu'il connaissait depuis 20 ans. Aujourd'hui, pourtant, l'ambiance ressemblait plus à une veillée funèbre qu'à une fête. J'ai arrêté ma voiture devant la barrière de sécurité. Mike, le gardien, m'a regardé avec un soulagement immense sur son visage fatigué. Il n'a pas demandé de pièce d'identité.
Il n'a pas demandé si j'étais sur la liste. Il a simplement appuyé sur le bouton pour lever la barrière et m'a adressé un signe de tête respectueux. Faites-leur vivre l'enfant, mademoiselle Valentine. J'ai garé ma voiture à côté de la nouvelle voiture de sport tape à l'œil d'Adrien. J'ai attrapé l'épaisse enveloppe cartonnée sur le siège passager, l'arme que Sarah avait forgée pour moi, et je suis descendu. L'air sentait le charbon brûlé et la tension. En marchant vers la foule, je les ai vus. Les chauffeurs étaient regroupés, chuchotant, les bras croisés sur la défensive. Le personnel de l'entrepôt semblait maussade. Et là, sur une scène de fortune faite de palettes, se tenaient Guillaume, Adrien et Jessica. Jessica portait une robe de créateur blanche qui coûtait plus cher que ce que la plupart de ces hommes gagnaient en un mois. Elle tenait un micro, sa voix aiguë et amplifiée, résonnant contre les murs, en tôle ondulée de l'entrepôt. Et nous savons qu'il y a eu quelques petits accrocs avec la nouvelle transition numérique, mais le changement est parfois difficile. C'est simplement l'univers qui nettoie les vieilles énergies, pour faire place à l'abondance. Nous avons de grands projets, comme un salon de méditation dans la salle de pause. On n'a pas besoin d'un salon, on a besoin de nos feuilles de route, et de nos heures supplémentaires. Guillaume s'est avancé, prenant le micro des mains de Jessica. Il avait une mine affreuse. Son teint était gris, ses yeux cernés. Il essayait de projeter de la force, mais il ressemblait à un capitaine dont le navire était déjà sous l'eau. « Allons les gars, calmez-vous. » Sa voix tremblait légèrement. « Nous travaillons sur les problèmes techniques. C'est une migration complexe. C'est des acteurs malveillants externes, mais nous sommes une famille ici. Et les familles se serrent les coudes dans les moments difficiles. On ne sera plus une famille si les chèques sont rejetés, a lancé Guillaume, le vieux Miller, sans lien de parenté, notre plus ancien chauffeur. Les chèques ne seront pas rejetés, a crié Adrien en s'avançant. Nous avons beaucoup de capital. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien. En fait, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le silence soudain du parking en gravier. Maman gérait la comptabilité. J'ai construit les systèmes. Toi tu as juste construit une montagne de dettes en 3 jours. La foule s'est ouverte comme la mer Rouge alors que je marchais vers l'estrade. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru. J'ai marché avec la cadence régulière et assurée d'une femme qui a arpenté ces couloirs pendant 10 ans. Valentine, a bafouillé Guillaume, le micro retombant le long de sa jambe. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est en violation de propriété privée, a hurlé Jessica, pointant un doigt manucuré vers moi. Mike, sécurité, sortez-la d'ici. C'est elle qui nous a piratés. C'est elle l'énergie toxique. Mac, debout près du portail, a croisé les bras et a regardé le ciel, soudain très intéressé par un nuage qui passait. Je me suis arrêté au pied de l'estrade en palette. J'ai levé les yeux vers eux, ce triumvirat de l'incompétence. Je n'ai rien piraté du tout, Jessica, ai-je dit assez fort pour que chaque chauffeur puisse m'entendre. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Vélocite est ma propriété intellectuelle. Et puisque j'ai été licencié, je suis parti. C'est le monde des affaires. Tu prends l'entreprise en otage, a crié Adrien, son visage devenant rouge brique. Non, Adrien. Je t'empêche de la précipiter dans le ravin. Je suis monté sur l'estrade. Jessica a essayé de me barrer la route, mais je l'ai contournée comme s'il s'agissait d'un simple cône de signalisation. Je me suis tourné vers la foule. Combien d'entre vous ont reçu leur notification de virement pour demain? Un silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Et vous ne les recevrez pas, car il y a 20 minutes, Cdiscount, notre plus gros client, a gelé tous les paiements destinés à Miller Logistics pour rupture de contrat. Un souffle de stupeur a parcouru la foule. Le grondement de la colère est monté d'un cran. C'est un mensonge, a crié Guillaume en me saisissant le bras. Monsieur Henderson ne ferait jamais ça. Il l'a fait, ai-je répondu en me dégageant doucement. Parce que vous n'avez pas de certificat ADR. Parce que vos camions restent au dépôt, et parce qu'il sait que le navire coule. Je me suis tourné vers Jessica. Elle cherchait une issue, ses yeux balayant la foule hostile. Et pour ce qui est du capital dont Adrien parlait, ai-je continué en ouvrant l'enveloppe Kraft. Il a disparu. J'ai sorti le relevé bancaire que Sarah avait signalé. Au cours des dernières 72 heures, 3 virements totalisant 75 000 € ont été effectués au profit de Thorn Global Consulting pour des services de branding. Des services qui consistent en quelques logos faits sur Canva et un projet pour peindre la salle de repos en beige. Ce sont les tarifs standards du secteur. C'est écrié Jessica, la voix chevrotante. Je suis une consultante de haut vol. Vraiment? J'ai sorti la feuille suivante. Une photo d'identité judiciaire. C'était Jessica mais avec les cheveux plus foncés et moins de maquillage, tenant une pancarte de la gendarmerie nationale. Voici Jennifer Thornley, ai-je lu à haute voix. Arrêtée il y a 2 ans sur la Côte d'Azur Nazis, pour fraude électronique et pour avoir dirigé une pyramide de Ponzi déguisée en académie de coaching de vie. Elle a plaidé coupable pour un délit mineur et a été mise à l'épreuve. Ce n'est pas une consultante papa. C'est un prédateur et elle a trouvé la proie idéale.
Guillaume a fixé la photo, il a regardé Jessica puis la photo à nouveau. La ressemblance était indéniable. Jennifer, a chuchoté Guillaume. C'est vrai? Jessica? Jennifer a laissé tomber la comédie. Son visage s'est contracté en un rictus, son masque de paix et lumière volant en éclats. Oh, grandis un peu le vieux, a-t-elle craché. Tu ne demandais qu'à te faire plumer. Je veux un héritage. Je veux un fils pour reprendre l'affaire. Tu étais tellement désespéré à l'idée d'écarter ta fille, cette bosseuse ennuyeuse, que tu m'as laissé entrer par la grande porte. Je n'ai rien volé, tu as signé les chèques. Toi et ton idiot de fils. Adrien avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Bébé. Mais on allait se marier. On allait se marier parce que tu avais une entreprise, a-t-elle ri, un son cruel et sec. Maintenant, tu as un parking rempli de routiers en colère et un compte bancaire gelé. Je me casse. Au fait, le contrat de location de la DS7 Crossback est à ton nom. Elle s'est retournée pour partir, mais le cercle des chauffeurs s'était resserré. Elle a regardé ce mur de flanelle et de denim, puis elle m'a regardé. Laissez-la partir, ai-je dit calmement. Elle ne vaut pas un séjour en prison, les gars. La police l'attend déjà devant son appartement. Les chauffeurs se sont écartés juste assez pour la laisser filer, ses talons vacillants sur le gravier. Elle a disparu vers le portail, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et de rêves brisés. Le silence est retombé sur l'estrade. Adrien s'est assis sur une pile de palettes, la tête dans les mains, en pleurant. Ce n'était pas un pleur digne, mais les sanglots d'un enfant qui avait cassé un jouet qu'il ne pouvait pas réparer. Guillaume restait figé. Il regardait les chauffeurs, qui le dévisageaient avec un mélange de pitié et de mépris. Il a regardé l'endroit vide où se tenait Jessica, puis il m'a enfin regardé. Il paraissait vieux, vaincu. L'arrogance du déjeuner dominical avait disparu, remplacée par la prise de conscience terrifiante de sa propre stupidité. Valentine a-t-il croassé? Les salaires. Le contrat avec ses discounts. Est-ce que c'est vraiment fini? Le contrat est annulé à minuit, ai-je dit. Les salaires partent à 17 heures aujourd'hui. Si le système n'est pas opérationnel, la banque ne traitera pas le lot. Il a regardé sa montre. Il était 14 heures. Je ne peux pas réparer ça, a-t-il chuchoté. Je ne sais pas comment faire, je sais, ai-je répondu. Il a fait un pas vers moi les mains tremblantes. Val. J'ai fait une erreur. J'ai laissé l'orgueil, j'ai laissé la tradition. Il n'a pas pu finir sa phrase. Des larmes ont envahi ses yeux. Sauve-nous s'il te plaît, pour ta mère. Je l'ai regardé. J'ai pu tout laisser brûler. Cela aurait été justice. Mais en regardant le visage des chauffeurs, des hommes comme Miller, qui m'avaient appris à conduire une boîte manuelle, des hommes qui avaient apporté des plats quand maman est morte, j'ai su que je ne pouvais pas les punir pour les péchés de mon père. Je vais sauver l'entreprise, j'ai dit ma voix ferme et absolue, mais pas pour toi et pas en tant qu'employé. Tout ce que tu voudras, a dit Guillaume, dis-moi. 51% j'ai dit. Une participation majoritaire. Je deviens PDG avec effet immédiat. Tu prends officiellement ta retraite. Pas de siège au conseil d'administration. Pas de droit de veto. Tu vas dans la maison de campagne à Annecy et tu y restes. Guillaume a hoché la tête, une larme traçant un sillon dans la poussière sur sa joue. D'accord, et Adrien, ai-je dit en regardant mon frère. Il a levé les yeux, le regard rougi. Val, je suis désolé. Elle m'a manipulé. C'est vrai, j'ai acquiescé. Mais tu l'as laissé faire. Tu voulais le titre sans le travail. Alors, si tu veux rester dans cette entreprise familiale, tu vas tout apprendre depuis la base. Qu'est-ce que tu veux dire? A reniflé Adrien. J'ai désigné le quai de l'entrepôt. Tu commences au quai de chargement demain. Le service commence à 4 heures du matin. Tu réponds au chef de quai. Si tu es en retard une seule fois, tu es viré. Si tu te plains une seule, tu es viré. Adrien a regardé l'entrepôt, puis ses mains douces et sans callosité. Il a hoché la tête lentement. D'accord? Je me suis tourné vers la foule des chauffeurs, ils observaient, ils attendaient. Mike, ai-je crié au garde de sécurité. Ouvre la salle des serveurs principaux. Je me suis assise au bord de l'estrade, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au Wi-Fi local. La foule retenait son souffle. Mes doigts ont volé sur le clavier. J'ai accédé au panneau d'administration à distance. J'ai entré ma clé de cryptage. J'ai tapé la commande que j'avais écrite il y a 3 jours. Restaurer la licence Vélocite. Synchronisation permanente des certificats ADR. Miller actif. J'ai appuyé sur Entrée. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, un bourdonnement sourd a commencé à émaner du bâtiment derrière nous. Les lumières de l'entrepôt ont vacillé puis se sont stabilisées. Et puis un son comme une vague qui s'écrase. 50 téléphones portables ont sonné simultanément. J'ai une feuille de route, a crié un chauffeur en regardant. Les salaires sont en attente, a hurlé un autre. On est en ligne. Quelqu'un a applaudi. La tension a éclaté. Les chauffeurs ont commencé à applaudir. Un tonnerre d'applaudissements qui a couvert le bourdonnement des serveurs. Ils n'applaudissaient pas pour l'entreprise. Ils applaudaient pour le moteur. J'ai fermé mon ordinateur. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement levé,
J'ai regardé mon père une dernière fois, et je suis descendu les marches. J'avais une entreprise à diriger. Les 6 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus gratifiants. Nettoyer le désordre laissé par Jessica a pris des semaines. Nous avons dû récupérer les paiements frauduleux par voie judiciaire, rassurer nos clients et reconstruire le moral d'une main-d'œuvre qui avait été traitée comme de simples pions jetables. Guillaume a tenu parole. Il a signé les papiers de transfert le lendemain matin. Ce fut une affaire sobre dans le bureau de l'avocat. Il n'a pas essayé de négocier. Il n'a pas essayé de se justifier. Il a juste stylo et a regardé par la fenêtre. Ta mère disait toujours que tu étais la plus intelligente, a-t-il dit doucement, fixant l'horizon de la ville. J'étais juste trop têtu pour voir que l'intelligence n'avait pas de genre.